Salut à tous, bienvenue sur Horus. Le chaman des temps anciens, ou l'alchimiste dans son laboratoire, utilisait la matière palpable de notre monde pour chercher cette note. Le dolmen était orienté de façon que la lumière le pénètre entièrement au moment des solstices. Il était généralement construit sur un puits naturel et recouvert de terre et de végétation. À un moment bien précis du solstice, dans cette grotte artificielle, le chaman pouvait s'immerger dans ces éléments palpables d'une manière totalement harmonieuse. Au fond du puits, l'eau subissait, lors du solstice, un changement d'état, dont la vibration particulière remontait le long de la cheminée et faisait vibrer la pierre recouverte de terre. L'air et le feu du soleil, dans le bon axe et à la hauteur parfaite, s'amalgamaient dans cette cavité hautement vibratoire. Cela donnait accès pendant quelques instants à l'omniscience de la source originelle. Le christianisme détourna tout ceci à d'autres fins. Ce que je viens de vous lire, c'est un extrait du livre Meurtre en Euskadi, je le prononce bien, écrit par Pascal Sauterras, que j'ai le grand plaisir d'accueillir. Salut Pascal. Salut Jérôme, salut à toutes et à tous. Très Bon, heureux d'être là avec toi. eh ben, c'est partagé Pascal, c'est partagé. Ça fait un bout de temps qu'on prépare cette émission. Alors moi, pour la petite histoire, tu m'avais contacté il y a déjà pas mal de temps de ça, et pour me demander l'autorisation pour me faire paraître, enfin surtout mon nom, dans un livre que tu étais en train d'écrire à ce moment-là. Alors bah moi, j'étais touché, ça me faisait super plaisir, et je t'avais donné mon accord, voilà. Et puis bah j'ai reçu ce livre, voilà, Meurtre en Neuskadi, hein, faut bien que je le prononce. Alors Pascal, je vais te laisser déjà dans un premier temps te présenter, et puis on va ensuite présenter ton ouvrage. D'accord, je m'appelle Pascal Sauterras. J'ai 56 ans, j'habite au Pays Basque, hein. Donc je suis pas du tout écrivain professionnel, hein. Ça c'est juste quelque chose pour m'amuser. Dans la vie, je suis agent territorial, mais aussi sourcier professionnel. Et c'est quelque chose de très important pour moi. Une réflexion de tous les jours, une observation assez intense qui m'a orienté vers une réflexion et notamment aussi sur des livres que j'ai lus, hein, sur le fonctionnement de notre réalité par rapport à des récurrences que j'observe et que j'ai trouvées sur le terrain. Voilà. Ouais, comme tu le dis, tu es sourcier, tu viens de créer ton entreprise, Oui, oui, oui. Je le donc fais depuis pas mal de temps comme ça, mais j'ai mhm. envie de m'investir un petit peu plus sérieusement, de rester très actif. Voilà, parce que le sourcier qui m'avait formé, à l'époque, il y a très longtemps, il avait 88 ans, et j'étais allé sur le terrain pas mal avec lui, j'avais un peu de mal à le suivre. On allait sur des grandes propriétés et tout ça, et je me suis dit, enfin, je me projetais un petit peu comme ça, et je me suis dit, si je suis comme lui à 88 ans, en tant que sourcier, je signe de suite, ça conserve. Ça conserve. Il Donc, avait la mais bon, pêche. c'est plus, c'est juste une passion aussi, et, une réflexion, un état d'esprit. Mm. Mhm. Alors, je mettrai hein, dans la description de la vidéo les coordonnées pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement prendre contact avec toi par rapport à ce travail de sourcier. Voilà. Ouais, j'effectue ce travail sur le Pays Basque, mais éventuellement aussi sur le Béarn et les Landes qui sont proches. Mhm. Et oui, oui, ce sera avec plaisir, bien sûr. Eh ben, écoute. Alors, on va parler de ce livre. Alors, je tiens à le préciser, c'est un roman. Mais C'est un, voilà, tu as en fait, tu as utilisé ce support du roman pour bah, déjà nous écrire une intrigue qui est passionnante. Hein. C'est une, voilà, c'est comment dire, c'est une résolution d'enquête. Hein. On va en parler un petit peu dans les grandes lignes de cette histoire, mais tu as surtout utilisé ce support du roman pour y intégrer justement bah, tes propres travaux, tes propres recherches et trouvailles. Et je trouve ça malin parce que il y a deux façons de faire. Hein. C'est soit on écrit un essai, hein, comme moi je l'avais fait avec mon livre, ou alors bah, on utilise le roman pour y disséminer des informations que celui qui a les yeux pour le voir et les oreilles pour l'entendre saura décoder. ouais, c'est un roman un petit peu atypique. C'est un mélange des genres. C'est un polar SF. Ça, je pense Mhm. pas qu'on en trouve énormément. Ça peut être un petit peu déroutant, mais c'est bien une enquête policière. Je tiens à préciser que le livre que tu as entre les mains, c'est le tome 1 d'une trilogie. Oui, Euh, oui, oui. donc, il y Alors aura je deux fais autres. voir à la Voilà, caméra, hein, je le remettrai en voilà, grand écran pour que. voilà. Ce que tu vois, ça, c'est l'Icolinia, ça s'appelle. C'est le drapeau basque, en fait.
Voilà, Mhm. ça s'appelle Icoligna. Et donc, c'est un polar SF, un mélange des genres, avec une enquête policière, avec ses tenants et ses aboutissants, hein. Il y aura toutes les réponses données à la fin du roman. Et c'est matinée de science-fiction. Donc, la science-fiction permet d'ouvrir les portes de la réalité, de passer un petit peu de l'autre côté. C'est un moyen facile et adapté pour sortir du cadre de la réalité. Et j'ai élaboré ça sur mes observations, comme je le disais un petit peu plus tôt, de sourcier, sur quelque chose d'hypothétique. Et bien sûr, c'est de la science-fiction, hein. Donc c'est totalement inventé, mais j'ai essayé d'établir quelque chose qui tiendrait éventuellement la route pour expliquer un petit peu notre réalité. Et ça, c'est notamment, vous le découvrirez en le lisant au travers des personnages de ce roman, un petit peu plus spécifique, qui passe de l'autre côté du voile, et on l'accompagne un petit peu, et on découvre un petit peu l'envers du décor. Et par rapport à ce que j'observe sur le terrain, j'ai essayé de comprendre comment notre réalité pouvait fonctionner. Et je trouve que c'est quelque chose de passionnant, sur laquelle je réfléchis pas mal, parce que je suis curieux un petit peu de nature, une saine curiosité, hein. Ici, on appelle ça les coups de sous, c'est les mégères qui s'intéressent un petit peu à ce que font les autres, ça m'intéresse pas. La curiosité, je pense qu'il faut être curieux dans la vie, essayer sans tomber dans l'obsessionnel, de comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et j'en ai profité pour écrire ce roman. Déjà, ça a été juste pour du plaisir. C'était un petit défi perso. Je me rappelle que lorsque j'ai écrit la première phrase, ben, j'avais l'impression de me jeter un petit peu dans le vide. C'était un Mhm. petit stress, c'était marrant à éprouver. Je pense que si des auditeurs nous écoutent et ont écrit un premier roman, ils savent de quoi je parle. C'est un petit défi personnel, c'est un combat contre soi-même, d'autant plus qu'il est assez dense. Et je me suis éclaté. C'était du plaisir, au départ du plaisir, et finalement ça ouvre d'autres fenêtres. Et nous voilà tous les deux là, de part et d'autre de la France, en train de discuter de tout ça, et c'est vraiment génial. Ouais, non, tu t'es éclaté. Et puis, bah, tu le disais tout à l'heure, tu n'es pas un professionnel de l'écriture, mais franchement, tu as une belle plume. Moi, j'aime bien ta façon d'écrire. C'est, voilà, quand on commence le roman, on a envie de continuer, quoi. Et puis, bah, comme tu le disais, hein, c'est le tome un donc d'une série qui sera sur 3 tomes. Donc, déjà, Une le trilogie, oui. premier, hein, on est sur 340 pages. Donc, je dirais que t'as pas eu le syndrome de la page blanche, hein. Tu y es allé, quoi. Non, je dois même appuyer sur le frein un petit peu parfois. Ça vient très facilement. Et là, je suis en train de terminer un autre roman fantasy. Et non, c'est le syndrome de la page blanche, je le connais pas. De temps en temps, je fais des coupures. Je sais très bien ce que je vais écrire, mais c'est plus parce que j'ai besoin de faire une pause, parce que je ne sais pas trop comment aborder l'angle d'attaque de la scène, ou tout comme ça. Donc, je fais des pauses pendant. Puis bon, après, j'ai une vie professionnelle. Je suis papa aussi. Enfin, j'ai une vie, comme beaucoup, hein, de monde assez riche. Et puis, bon, voilà, on écrit quand on a un moment, c'est pas toujours évident, quoi. Quand on trouve le temps. Alors, on va rentrer un petit peu dans cette intrigue, hein. Donc, au travers, au départ, il y a un meurtre, hein. Enfin, l'histoire, c'est la découverte d'un cadavre. Si je dis pas de bêtises, c'est dans un stade de foot à Bayonne. Alors, c'est un monde dystopique. Mhm. C'est-à-dire que je me suis servi d'une réalité. Euh, oui, dans ce premier tome, il y a deux événements importants, dont un meurtre. Sachant que c'est le meurtre du sélectionneur de l'équipe de France de football. Pour ceux qui ne savent pas, Didier Deschamps est bayonnais, hein. Il est né à Bayonne, et l'école de foot, il a fait à l'Aviron Bayonnais. On parle beaucoup d'Aviron Bayonnais pour le rugby, mais c'est aussi, il y a du foot aussi sur la côte basque. Mais là, c'est un monde dystopique, donc je l'ai appelé Didier Dubourg. Et un petit peu plus tard aussi, j'ai fait référence à, malheureusement, je pense que tout le monde a entendu parler de ça, de cette fameuse affaire des lasagnes frelatées, enfin, je sais pas quel est si c'est le terme adapté, mais à la viande de cheval, hein, Oui, estampillée viande de bœuf. Il faut savoir que la maison mère qui a été concernée par cette affaire, elle est à 5 kilomètres de chez moi, hein. Moi, j'habite à l'intérieur du Pays Basque.
Et la maison mère se trouve au Pays Basque, hein. C'était les frères Spanghero et tout ça, plutôt sur le sud-est de la France, mais rattaché, c'est comment dire, un satellite de cette maison mère. Donc le responsable de cette maison mère, dont j'ai changé un petit peu les noms, hein, mais bon, est retrouvé dans une condition très atypique et anormale dans un de ses congélateurs. On va dire que c'est un autre meurtre aussi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le premier tome s'appelle Du pain et des jeux, Oui, parce que je j'ai pense oublié de que le l'on préciser. fonctionne toujours un petit peu de la même manière qu'au temps de la Rome antique. Hein. Donc je pense que tout le monde connaît un petit peu l'histoire du pain et des jeux, hein, pour gérer, calmer le peuple, l'orienter, enfin faire penser un petit peu à autre chose. Et aujourd'hui, ben, on va dire que c'est le football et la malbouffe. Voilà. Donc c'est pour ça que ce premier top, ça s'appelle Du pain et des jeux. Du foot et du burger. Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Du burger et du foot. Ouais, c'est ça, ouais. On peut extrapoler sur plein de choses, mais c'est toujours sur des siècles et des siècles, plus ou moins les mêmes recettes qui fonctionnent, hein. Juste Et puis, adaptées à la vie moderne. et j'ai retrouvé aussi le nom de personnes hein, m'ont interpellé, un certain Michel Rousseau, notamment, Michel et, Rousseau, oui, et à qui je demandais aussi l'autorisation. Il y a Marc Gray Marc, aussi, Marc avec Gray qui j'échange aussi. pas mal aussi. Toi, bon, on te retrouve un petit peu plus tard. Je ne sais pas, ce sera le tome 2 ou le tome 3, le professeur Jérôme Maury. Bah, écoute, Donc, tu ce m'avais grand donné plaisir. l'autorisation d'utiliser une de tes vidéos, notamment concernant le soleil, hein. Le soleil a une grande importance dans ce roman. Et je t'en remercie, hein, et j'étais Bah, écoute, très, très fier et très honoré que tu acceptes cela, ainsi bah, que pour Marguerite et Michel Rousseau. alors, on va rentrer dans le détail. On va mettre de côté cette intrigue policière. Moi, voilà, on va discuter aujourd'hui de tout ce que tu nous expliques en parallèle de cette histoire. Bon, je l'ai dit en préambule, hein, vous avez vu, j'ai parlé de dolmens, des chamans, etc. Qu'est-ce qui pouvait se passer dans les dolmens? Quel était le but de, comment- de leur fonction? Donc, sachant que tu es sourcier, bah, évidemment, je pense que tu n'as pas, tu as dû arpenter pas mal de lieux dits sacrés, hein, notamment des églises aussi, et tu t'es rendu compte effectivement que la plupart des lieux sacrés avaient été implantés sur des croisements de lignes d'eau, très souvent, ou failles énergétiques. Est-ce que Ouais, tu on veux va qu'on commencer commence d'abord par le mégalithique, en fait. Oui, Parce que non, tout ne part pas de là, mais on va revenir. Je pense quelque chose de plus ancien, mais on y reviendra sûrement en fin d'émission. Ouais, donc la en Grande fait, Pyramide. je me suis intéressé. Hein, on va pas y échapper. On va parler de la Grande Pyramide, Pascal. C'est ça, c'est ça. Je me suis intéressé suite à parce que sur le Pays Basque, je suis aussi collaborateur d'une web radio qui s'appelle Radio Cultura, qui est située à Asparren au Pays Basque, et j'ai la chance d'interviewer des gens extrêmement intéressants. Et la personne qui m'a orienté sur ça, je ne sais pas si on peut le voir, c'est la personne qui a écrit ce livre. Philippe Euh, Laplace, un mystère des mégalithes en Pays Philippe Basque. Laplace, voilà, qui a fait un super livre sur les mégalithes au Pays Basque. Donc, ben, suite à cette conversation, cet enregistrement que j'ai fait avec lui, ben, je suis allé un petit peu sur le terrain. Euh, et c'est lui qui a été un petit peu l'élément déclencheur, hein, parce que et qui m'a poussé à me poser des questions. Parce que basiquement, je cherchais juste de l'eau avant. Mais j'avais pas vraiment observé ces récurrences qu'il y a sur des sites mégalithiques ou religieux, tout ça. Donc, ça a été le pied à l'étrier un petit peu, cette rencontre avec Philippe Laplace. Et je suis allé sur des cromlechs. Au Pays Basque, on appelait ça des arèches-piles. Et sur des dolmens, hein. Au Pays Basque, on appelait ça des trécous. Et c'est marrant parce que j'ai des cousins qui s'appellent Trécous. Donc, je pense qu'ils devaient avoir une maison familiale pas très loin d'un dolmen. Et donc, et j'ai retrouvé systématiquement la même configuration. C'est-à-dire qu'un dolmen, tu as la ligne de veine d'eau comme ça qui pénètre au milieu du dolmen et un croisement de veine d'eau au fond du dolmen. Et ensuite, pour les cromlechs, la même chose. Au centre de, je pense que tout le monde, peut-être tu mettras des images.
Oui, savent ce qu'est un cromlech. un C'est des cromlech, hein, c'est cercles un de pierre, cercle de quoi. pierre avec des pierres espacées. Voilà. Voilà. Et un dolmen, je pense aussi. Mm. Même si aujourd'hui ils ne sont plus recouverts de terre et tout ça, hein. C'est juste Mais la table de pierre, entre guillemets. pour Mais que les autrefois, personnes ils étaient comprennent, recouverts ouais, de terre. ouais, pour que les personnes comprennent, moi je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait en compagnie de Nantes, c'est Jean-Baptiste. C'était la visite du cromlech de la Rigalderie. C'était dans les Cévennes. Et puis j'ai posté aussi dernièrement une petite vidéo, une petite virée que j'ai fait pour aller voir le dolmen de Bagneux. Et D'accord. j'explique justement ce que j'avais détecté aussi avec mes baguettes dans ce dolmen. Et comme tu le dis, il y a une mine d'eau qui passe en plein milieu. Donc voilà. Donc, tu as validé toi-même l'expérience aussi, alors. J'ai validé moi-même l'expérience. Tu, Ouais, tu vas complètement. valider. Parce que moi, c'est du 100%. Mm. Peut-être qu'il y a d'autres, mais pour moi, tout ce que j'ai validé, pour tout ce qui est site mégalithique, mais le reste aussi, c'est du 100%. Donc, au milieu du cercle, je trouve toujours un croisement de veines. Donc, ma baguette, ben, voilà, ça baisse. Ou si je fais avec les rods, les baguettes en L, en laiton, elles se croisent, quoi. Mhm. Donc, de là est partie la réflexion que le cromlech fonctionnait comme un amplificateur ou une antenne de toute l'énergie terrestre. Et les pierres disposées en cercle jouent le rôle de résonateur, chose qu'on va retrouver un petit peu plus tard dans la vidéo sûrement. Le résonateur, c'est quelque chose d'important. Donc, il capte et redistribue l'énergie du sol et du ciel, ce résonateur. Voilà. Donc, le centre, croisement de veine, énergie, et résonateur, c'est-à-dire le cercle délimite l'énergie, quoi. Voilà. Mhm. Et ces croisements d'eau sont parfois accompagnés d'une cheminée tellurique. Voilà, c'est une colonne d'énergie montante. Voilà. Donc Mhm. ça, c'est du 100%. Et le dolmen, c'est la même configuration. Donc, ces personnes qui vivaient au mégalithique avaient des connaissances et exploitaient quelque chose, ça c'est sûr. Donc, moi, pour ma part, ma réflexion, elle est venue sur d'autres choses, après sur les sites religieux, tout ça, mais on parle du mégalithique. Je pense que la plupart des, des dolmens sont orientés afin que au moment du solstice, le soleil tape au fond. Mhm. Voilà. Et au moment du solstice, c'est Madame Jeanne Rousseau qui avait fait des recherches là-dessus. Oui, oui, sur l'eau. Pile poil, pendant un certain temps, au niveau du solstice, il y a un changement de l'état de l'eau. C'est-à-dire qu'elle est vibrante, tout ça. Elle change totalement de vertu, en fait. Ouais, au niveau de sa Et je pense que résistivité, ces etc. gens-là, Ouais. Mhm. ouais, ça- j'avais vu quelques vidéos à l'époque. Ça s'appelait Madame Rousseau, c'est très Oui, intéressant. c'est Elle faisait ça. aussi Mhm. des expériences avec des baignoires en cuivre, tout ça. Oui. Bon, quoi qu'il en Mhm. soit, au moment du solstice, il y a un changement de l'état de l'eau. Voilà, qui vibre bien plus, tout ça. Et l'eau, je pense que c'est un élément extrêmement intéressant, hein, porteur d'informations ou de plein de choses, quoi. Donc, je pense qu'ils avaient une connaissance et le chaman ou je ne sais pas, enfin voilà, une personne sûrement très érudite pour l'époque, mais elle devait se placer au fond du dolmen, sur le croisement de veines. Et je pense que pendant un certain temps, sûrement pas très long, à un instant vraiment précis du solstice, je pense qu'il avait accès à autre chose. Alors, est-ce que tu Je penses pense que c'était uniquement le chaman qui pouvait faire cette pratique ou c'était ouvert Je ne sais pas, je ne sais pas, hmm. je ne sais D'accord. pas. Ok. Je ne sais pas. Après, ce qu'il y a de curieux, bon, après, j'ai vraiment inventé quelque chose au niveau des dolmens et aussi des cromlechs. On trouve des cendres de personnes qui ont été brûlées ou des trucs comme ça. Donc, Mhm. on a tendance à dire que ce sont des sites funéraires, un petit peu comme la pyramide de Khéops. Je me méfie de ça. Je pense pas que ce soit ça. Mhm. Pour moi, je pense que éventuellement, je l'ai inventé. C'est une projection. Je pense ces endroits-là, ce sont des vortex. Mhm. Tous les cultes païens ensuite se retrouvent sur des croisements de veines comme ça, sur des puits ou des trucs comme ça. Donc, croisements de veines à certains endroits spécifiques, ce sont des vortex, quoi. Je me demande s'ils savaient pas les utiliser, tout simplement. Et je sais pas, hein, peut-être qu'ils passaient à autre chose et couper le lien. Et pour qu'on ait retrouvé des corps carbonisés ou des restes de... même les dolmens, hein, il y a des personnes qui sont enterrées sous les dolmens. Je pense ils arrivaient à utiliser cette technologie
je sais pas, peut-être passer consciemment sur un autre plan, ou un truc comme Un ça. autre Peut-être que plan. la mort en elle-même, ils arrivent à l'orienter. C'est juste une supputation, hein. C'est Non, juste. non, mais très intéressant. Mhm. Moi, je pense Très intéressant. que tu pourrais être accompagné peut-être au moment de ton décès vers un autre plan ou autre chose. Je ne sais pas. C'est vraiment. Après, je tiens à préciser que ce sont des réflexions personnelles. Je ne tiens absolument pas la vérité. Ce sont juste des éventualités, hein. Mhm. C'est Non, juste comme non, mais ça. c'est des pistes de recherche super intéressantes parce que ça Mm. relie plein de chercheurs que j'ai invités sur ma chaîne. Et bon, comme tu le dis, Ouais. tu ne te prétends pas détenir la vérité, mais moi, ça fait écho. Ça fait écho quand on en a discuté longuement ensemble. Ça fait écho, Pascal, par rapport à tout ça. Donc, Sachant que, attends, si tu veux, tu réunis un petit peu les quatre éléments. Tu as le feu, la lumière du soleil, la oui. terre, qui est recouvrait le dolmen, Mhm, l'eau, parce que mhm, tu es assis sur un croisement de veines, mais comme tu me l'avais fait remarquer lorsqu'on avait préparé cette émission, on est fait d'eau aussi. Donc, le changement d'état de l'eau, à mon avis, elle est il est feu à dans ton l'intérieur. corps, donc un changement d'état sûrement spirituel. Et l'eau, la terre, le feu et l'air. Je pense que l'air, il doit se créer une atmosphère très spécifique parce que l'eau changeant d'état, je pense qu'il y a une vibration Mhm, qui remontait, qui faisait vibrer sûrement l'ensemble et l'air aussi ou des trucs comme ça. En fait, c'est quelque chose d'assez alchimique. Je pense que à ce moment-là, tu arrivais à un genre de, je sais pas si on pourrait dire grande œuvre, mais d'alignement complet où tu as accès à autre chose. Je pense que déjà, au temps des mégalithes, ils savaient le faire, ça. mhm, C'est un savoir occulte, je pense, de nos jours. Mais mon intuition, c'est ça. Et mhm. ensuite, je sais pas si tu veux continuer là-dessus, ça a été plutôt, en fait, c'est une technique qui a été utilisée et, de manière différente selon les siècles, quoi. Voilà. Mhm. Ouais, il y a une réappropriation de ce savoir et on l'a remis en place, mais d'une autre manière. Mais c'est vrai, comme tu t'expliquais, cette mise en vibration de ce dolmen, moi, ça m'a toujours interpellé. C'est quand tu vois les points d'appui extrêmement petits de ces gigantesques dalles de couverture hein, qui sont posées sur les orthostates, les dalles qui sont placées verticalement de chaque côté, et on voit les points d'appui, mais ridicules, quoi. Et comme s'il y avait une intention dans la conception de ce dolmen pour que justement tout rentre en vibration. Il y a même au fond de certains dolmens, je l'ai vu à Bagneux, on le voit dans beaucoup d'autres dolmens, il y a, ça me fait penser toujours à cette pièce qu'on retrouve dans le caisson d'un violon, tu sais, l'âme. On voit au fond du dolmen une autre pierre verticale qui est posée elle en plein milieu. Et très souvent, comme l'expliques, sur cette veine d'eau. C'est sûr qu'à un moment précis de l'année, ça se joue au niveau vibratoire, ça c'est sûr et certain. Mhm, Et il se passe quelque chose. À mon avis, c'est un autre niveau de conscience, quelque chose comme ça. mhm, De manière matérielle, ils arrivaient à passer sur un autre plan ou quelque chose comme ça. Et ils l'utilisaient. Je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est une extrapolation parce que il y a des cendres, elles ont été analysées, c'est des restes de corps brûlés, quoi. Donc, à mon avis, la personne était décédée. Si tu utilises ce champ vibratoire, c'est un vortex. Donc, pour moi, c'est un sas. Donc, ça serait logique qu'on utilise ce sas, pardon, lors du décès du défunt. mhm, D'autant mhm. plus qu'un corps reste là pendant 3 jours. Donc, hein, le trépas, hein, donc on sait tous que ben, le décès se joue sur 3 jours, quoi. Oui. Donc peut-être je ne sais pas, hein, peut-être qu'ils arrivaient à communiquer avec le défunt pendant 3 jours et puis ensuite peut-être ils décidaient, je sais pas, peut-être qu'ils avaient accès à un choix qu'on n'a pas aujourd'hui lorsqu'on décède. Mais c'est de l'extrapolation totale, hein, Mhm, mhm. mais Non, non, pour que ce mais soit un site funéraire, c'est qu'à mon avis, lors de la mort, ils utilisaient ce site de façon consciente et utilitaire. Ça, j'en suis mhm. quasi persuadé. Mais comme je l'avais déjà dit, Franck Ferrandis m'avait fait cette remarque. Il me disait qu'au Japon, on retrouve aussi de gros bébés de dolmens. Et la tradition là-bas veut que ces dolmens servaient à rentrer en communication avec les défunts. Enfin, c'est ce que les anciens expliquent. Donc, tu vois, c'est lié par rapport à ce que tu nous exposes. Voilà. Alors, est-ce que ces Donc les dolmens défunts peuvent être. aujourd'hui ne fonctionnent plus parce qu'ils ne sont justement plus recouverts de terre, hein? C'est plus un tumulus, on a tout dégagé, on a mis à nu les blocs.
Est-ce que c'est pour ça que les machines ne fonctionnent plus? Ou est-ce que selon toi, ça peut encore fonctionner? Ah, je Je pose une pense que colle. si on leur recourt à tout ça, je pense que ça pourra fonctionner. Oui. Mhm, À mon avis, oui. mhm. Ils n'ont pas bougé. Comme tu as dit, ils n'ont pas bougé d'un millimètre, hein, je pense. À part certains qui se sont peut-être écroulés ou des menhirs qu'on a penchés ou écroulés, un truc comme ça. Est-ce que c'est de façon consciente? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent la vérité à ce sujet-là et qui veulent pas forcément qu'on la connaisse. Hein. C'est donc, je pense que c'est quelque chose d'élitiste. Il y a un savoir-faire, pardon, et une utilisation que peu de personnes aujourd'hui savent utiliser. Mais surtout que ça débouche sur le comment et le pourquoi de notre réalité. Donc, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'on aille un petit peu trop loin. Et puis, imagine si tu as accès à d'autres plans de conscience avec de l'information, un truc comme ça. Je pense pas que ce soit dans l'intérêt de beaucoup de personnes, Aujourd'hui, non. sans tomber dans Non, dans le la complotisme. paranoïa Ouais, ou la paranoïa. Non, non, mais t'as raison. ou être Alors, conspirationniste. conspirationniste. J'aime bien ce mot. Alors, justement, des dolmens, on va passer maintenant à des machines un petit peu plus contemporaines. Les cathédrales. J'aimerais bien. Ouais, les Ouais, ou on cathédrales. va parler de l'église romane avant. Ou des églises romanes, on va y aller Ouais, dans parce que c'est l'ordre. le. On va y aller dans l'ordre. Ouais. Donc, parce qu'elles étaient comme les dolmens, elles étaient inspirées et elles étaient bâties sur des veines d'eau souterraines. Hein. Mhm. Donc, partout où il y a manifestation de l'ailleurs, il y a une source. Oui. C'est quasi systématique. Une source, un puits, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, tous les temples païens à miracle, donc ben, les anciens cultes à des dieux ou à Jupiter ou autres, étaient bâtis sur des points d'eau, sur des puits. Ça, c'est systématique. Mhm. Et c'est marrant parce que j'ai lu un truc sur Amityville, la maison d'Amityville aussi, Oui. qui était ouais, et j'ai lu un article comme quoi ils avaient retrouvé un puits Ah, ouais, dans bah ce film m'a traumatisé quand j'étais enfant, quand je l'ai vu. voilà. Et Mais c'est j'ai lu vrai un que article il y a pas longtemps, j'y étais. je crois qu'il tombe Ouais. dans un puits rempli de sang à un moment donné Oui, non, dans le mais ils ont film. retrouvé un vrai puits sous la maison. D'accord. Donc voilà, je pense que c'est un sas d'accès sur pas mal de choses. Voilà. Donc il en est de même pour les nombreux édifices chrétiens reconstruits sur les temples. Hein. Ils ont pas bataillé. Hein. Ils Hum. ont Ils se sont pas pris la tête, hein, ils ont. Ils ont tout reconstruit dessus, ils ont réadapté un petit peu leur histoire sur les cultes païens, quoi. Hein. Ouais, Ils ont juste ouais. modifié et adapté les cultes. Hein. Mais voilà, nombre d'églises romanes ou cathédrales, ou trucs comme ça, elles sont sur des cryptes avec des puits en dessous. Hein. Donc Exactement. Hum, voilà. hum, hum, Donc le voisinage d'une source est indispensable. hum. Donc j'ai pris quelques notes pour Vas-y, vas-y, je savoir te comment ça laisse. Hum. fonctionne. Donc la pierre de l'église romane canalise les énergies telluriques transmise par le sol et par les murs épais de l'édifice, hein, parce que les églises romanes, c'était plutôt des bons trucs bien costauds, bien épais, avec pas trop de lumière dedans, quoi. Donc, elle donnait vie au sanctuaire dont la voûte enveloppait le pèlerin comme une matrice. Donc, tu rentres dans une église romane, c'est comme si tu rentrais dans une petite matrice. Donc, dans les églises romanes, l'énergie entrait par la porte à l'ouest et se répandait jusqu'au cœur et au maître-autel. Voilà. Moi, chaque fois que j'ai checké une église romane ou autre, j'ai toujours trouvé la même chose. Comme pour les dolmens, tu as la veine qui passe par l'entrée, qui remonte entre les bancs, quoi. Et au niveau du cœur ou du maître-autel, tu as le croisement de veines. Hum, Donc souvent, le puits en dessous dans la crypte. Ça, hum, c'est du 100%. Toutes les églises, style qu'elles soient, c'est du 100%. hum, Jamais une église n'est construite sur un lieu au hasard. Jamais. Donc, et ensuite, l'énergie elle revient vers les fidèles. Puis, elle repart vers le puits qui se trouve toujours sous le maître-autel ou sous le chœur. Voilà. Donc, c'est un circuit. Donc, lorsqu'on rentre dans une église, c'est une machinerie, c'est une méta-machine. C'est le même système que pour le dolmen, hein, c'est la même chose. À hum, part que là, on rentre plus de monde, quoi. Voilà. Mais hum, le système en lui-même fonctionne aussi pour les églises. Voilà. hum, Donc, ensuite, on est passé sur des églises gothiques ou autres, ou des cathédrales. Donc hum, le système, en fait, c'est très schématisé. Ça serait que la prière monte,
converti par le poste en onde de résonance universelle, hein, donc la vibration. L'esprit divin, entre guillemets, on va rester dans l'esprit cathédrale, descend, converti en clair par le prêtre, qui joue le rôle de transformateur, en fait. D'accord. Voilà, Et c'est pour ça que son hôtel est situé en plein centre c'est ça. de ce croisement. Alors parfois, on le voit dans des cathédrales, l'hôtel a été déplacé. Ils l'ont mis plus au Ouais, fond, mais on sait qu'à l'origine, l'hôtel était bien situé au croisement des transepts, hein, c'est ça. c'est ça, c'est ça. Donc là, c'est là où tout se joue, où tu as le sas, en fait, le vortex, il est là, quoi. Mhm. Donc, c'est comme une station, en fait, émetteur-récepteur. Donc, ça joue comment? Donc, tu as une salle d'émission et de réception. Donc, c'est le cœur, construit en chambre d'écho sur, soi-disant, le cercle magique, le modèle du cercle magique. Ensuite, tu as une antenne qui est le clocher, la Oui. flèche, l'obélisque ou le menhir. Mhm. Sachant que bien souvent, près d'un dolmen, tu avais souvent un menhir. Oui. Souvent. Mhm. Donc, on D'accord. retrouve un petit peu schématisé le modèle de l'église ou de la cathédrale, hein. Le Ouais. dolmen, le menhir pas très loin. OK? Là, ils ont Ensuite, tu as la fait. prise de terre. Donc, c'est la crypte, la grotte, le puits, la veine, un labyrinthe. Ça, on va en parler un peu plus tard. Voilà. Qui sont humidifiés par la source sacrée indispensable. Voilà. Mhm. Voilà. Donc, cette station épuise son énergie dans les courants telluriques. Donc, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il n'y a jamais de hasard. Une église, une cathédrale, un dolmen sont toujours placés sur des endroits très stratégiques, sur des courants telluriques et des veines d'eau. Et elle peut jouer le rôle de pile en emmagasinant des forces dans des conducteurs. Ça, tu vas plus se trouver dans des cathédrales, je pense, qui sont les statues, la croix, l'hostie, ou les arches, les figurines, les livres, les totems. En fait, il y a de l'énergie qui est emmagasinée là. C'est de l'énergie plutôt psychique, hein. Voilà. Ok, De on va l'énergie en venir. humaine, enfin, dégagée Mhm. par l'humain, en fait. On va Voilà. en reparler. On va en reparler après. Mhm. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc là, on retrouve dans les églises romanes ou gothiques ou les cathédrales le même système. C'est la même chose. Un petit peu amélioré ensuite, on va en parler, mais évolutif par rapport à la technologie, à l'évolution humaine, quoi. Mhm. Mais on retrouve après le même schéma. Mhm. Comment expliques-tu sur les cathédrales le fait que nous ayons deux clochers, hein, deux tours en façade? Très souvent, une lune qui est liée au soleil, au côté masculin, et l'autre à la lune côté féminin. C'est peut-être une question de polarité, de plus et de moins, tout simplement, hein, au D'accord? niveau de Mhm. l'énergie, hein. Mhm. Je pense Mhm. que là, tu peux récupérer du plus et du moins, ou des énergies positives ou des énergies négatives aussi, je sais pas. Mhm. Mais ça marche comme un poste émetteur-récepteur, ça c'est sûr. Et c'est un récupérateur d'énergie. Du moment que tu rentres dans une église, tu donnes de l'énergie psychique, ou un truc comme ça, de façon intentionnelle, On, codifiée par les rites, et trucs comme ça. on parlait tout à l'heure des dolmens qui fonctionnaient à un moment précis de l'année, les solstices en l'occurrence. Pour ce qui est des cathédrales ou des églises, ça fonctionne en tout temps, selon toi? Ou Ouais, est-ce qu'il y a des c'est moments de pareil. En fait, l'année où ils sont oui, plus comme tu actives? m'en avais discuté un petit peu, chaque cathédrale est attribuée à un saint. Oui. Donc voilà. Donc je pense que tu m'avais dit que le soleil, le jour du saint référent, tout ça, Dédié à cette donc église, c'est la même voilà. chose en fait. Mm, mm, Donc chaque cathédrale ou église à l'instant T du jour du saint, tu peux utiliser, je pense, la technologie mhm. pour avoir accès à autre chose, hein. Ce jour-là, Ensuite, c'est le peut-être fonctionnement, plus, ce jour-là, c'est peut-être plus costaud, quoi, on va dire. c'est ça, au niveau Mm, vibratoire et tout ça. mhm. Et je pense que si tu passes, si tu te situes stratégiquement au bon endroit, à mon avis, ou devant le faisceau de lumière, ou au niveau du cœur, je sais pas. Je pense que tu peux utiliser la machine en elle-même pour accéder à autre chose, oui. Oui, oui. Parce que faut pas se tromper, une église, c'est une métamachine. On rentre dans quelque chose, dans une technologie. Oui, j'en suis Ça, convaincu, c'est hein. sûr. Quand je suis allé visiter Chartres, ça m'a vraiment fait On va en penser reparler. là-dessus, là. Ouais, on va en reparler. Ouais. Charles, c'est passionnant. Je ne suis jamais allé, mais je te garantis que je vais y aller un jour. Eh ben, écoute, Et le jour où tu y vas, tu m'appelles, je te donne les coordonnées de Nathalie Grégoire, il te fera un plaisir de la visiter. Je fais un j'avais petit regardé coucou à la Nathalie, vidéo et j'étais assez bluffé, hein. un petit coucou à Nathalie au passage. Je voulais m'arrêter aussi, parce que tu parlais justement des antennes, euh, par rapport à ce symbole de la croix chrétienne. Tu m'as fait remarquer que tu
tu avais vu. Alors, moi, j'appelle ça par chez nous, on appelle ça des calvaires. Je sais pas comment tu appelles ça. Des Des calvaires. calvaires. Hmm. Ouais, En d'accord. fait, ce sont des petites constructions, hein, et sur lesquelles est surmontée d'une croix. Et on voit bien que cette croix, elle n'a pas forcément comment, le dessin de la croix chrétienne, c'est vraiment une croix. Et comme tu Alors, en me m'avais fait... promenant, Oui, vas-y. c'est sûr que tu es de plus en plus sensible à ton environnement et tu passes devant des choses que tu vois sans les voir, en fait, lorsque t'as pas vraiment validé l'expérience et tu passes devant des trucs et tu te dis, mais tu passes en voiture ou tu passes à pied, tu vois un calvaire au milieu d'un champ. On a tous vu au niveau des carrefours, des croisements des trucs avec une grande croix chrétienne ou des trucs comme ça, avec un Christ dessus. Bon, ça, je pense que c'est s'identifier auprès d'un carrefour, ça, je me suis jamais arrêté. Mais par contre, en passant en voiture ou en marchant, parce que je marche pas mal, j'ai remarqué ces structures qui sont en général, c'est un bon cube comme ça, mais je pense que tu mettras des photos. Je t'en ai envoyé quelques-unes. Mhm. Il y en a pas mal ici, au Pays Basque. Et avec une croix, pas forcément chrétienne, rarement d'ailleurs. Et là, j'ai pris mes baguettes et je suis allé dans des champs parfois, en gousse ou alors tu les as dans des villages. Hein. Je t'ai envoyé des photos. Il y a un village qui s'appelle Bardos, pas très loin de chez moi. T'en as deux dans le village, quoi. Ouais, ouais, je posterai les Et photos. j'ai fait le tour de ces structures. Et là, je tombe à 100% sur un croisement de veines. Donc, c'est un marquage pour moi du réseau tellurique. Mhm. Et, on remarque que ces marquages, c'est souvent une croix avec les deux traits de la même longueur. Et c'est souvent une fleur de lys au bout, un truc comme ça. Ou même si c'est une croix chrétienne, il y a toujours un signal qui fait que tu as la symétrie des deux Oui, la longueurs, un truc comme ça. symétrie, Ouais, une voilà, démarcation et voilà. ouais. Et Donc, ça, tu de le vois, loin, on a enfin, moi, l'impression de voir une croix chrétienne, mais lorsqu'on s'approche, on voit bien que le haut de cette croix, elle est de section égale, quoi. Mhm. c'est pas du tout une croix chrétienne, non. On a tendance à le penser au premier regard, mais si tu observes bien, c'est souvent une croix régulière, quoi, avec les deux longueurs identiques. Et à chaque fois que j'ai fait le tour, c'est à 100%, c'est un croisement de veines. Donc pour moi, c'est potentiellement, ça peut être un endroit, je sais pas, pour dire, ben là, tu peux creuser, tu peux faire un puits, parce que c'est toujours plus facile de faire un puits sur un croisement de veines, parce que tu as plus d'apport au niveau de l'eau. Mais moi, je pense plutôt que c'est un marquage énergétique, et c'est le réseau tellurique qui est validé, qui est marqué. Je pense que c'est un marquage, en fait. Et lorsqu'on va dans des églises ou des trucs comme ça, lorsqu'on fait des prières, des trucs comme ça, on donne de l'énergie psychique. Et je suis certain que c'est un phénomène de prédation, en fait, pour moi. Hein. Mais peut-être que Non, non, mais j'horrifie quelques personnes en disant ça, mais pour moi, c'est un système. Parce que déjà, c'est à oui. l'insu de ton plein gré, comme dirait Richard Virenque. Et Non, non, mais ça va être intéressant. bon, Alors, on ne veut pas, comment froisser, hein, les non, chrétiens, les catholiques qui pourraient voir cette émission. Mais moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant ce que tu es en train d'expliquer. Donc, je te laisse continuer par rapport à cette captation d'énergie je psychique ne veux, humaine. ouais, je ne veux que froisser absolument personne. Mhm. Moi, je respecte tout le monde, il n'y a aucun problème. C'est juste une réflexion de sourcier. Mhm. Et réalité est faite d'énergie, quoi. Et notamment, nous avons de l'énergie psychique. Et je pense que selon les rites religieux, on donne cette énergie psychique qui est collectée et qui passe par un réseau. Voilà. Et ce réseau, il est marqué. Si vous regardez les calvaires, vous les avez toujours dans des endroits qui ne sont pas forcément des carrefours, quoi. Et vous les avez dans des champs, dans Des des petites forêts, endroits, ouais. Mhm. voilà. C'est des bornes, quoi. Et C'est des espèces de bornes qui ouais, marquent ce réseau, quoi. voilà. Et donc, c'est un bornage, à mon avis. Et Mhm. donc, je pense que chacun de ces réseaux, ça serait un site potentiel pour mettre un cœur d'église, en fait. Oui, Voilà. Ou éventuellement. Mhm. un culte païen, ou peu importe. Mais pour moi, ce sont des vortex, ce sont des sas qui sont signalés par les gens qui connaissent très bien cette technologie. Donc, pour moi, c'est ça, en fait. C'est des sites référents où potentiellement, plus tard, tu peux mettre une église là, ou un truc comme ça, du moins un cœur d'église, quoi. Et même au niveau des croix, en haut des clochers, tu peux avoir une croix chrétienne, mais pas forcément toujours. Et si tu as une croix chrétienne, tu vas avoir ces quatre fleurs de lys qui mentionnent aussi la source, quoi. Le croisement de veine qui est sous le clocher, quoi.
Mhm. Voilà. Et ce qu'il y a de marrant, on en a discuté un petit peu, c'est que sur deux de ces calvaires, un qui est pas très loin de chez moi et un que j'avais trouvé dans le Tarn, à côté d'un village qui s'appelle Groyer, mais je me rappelle plus du nom du petit village, il y a des vierges. Mhm. Alors ça me pose pas mal de questions, un questionnement assez intense. Ben, j'ai pas vraiment la réponse. Pourquoi certains de ces calvaires, et je crois qu'il y en a un vers chez toi, tu m'avais expliqué ça. Oui, Tu m'avais envoyé une photo, je pense que tu mettras les photos. je mettrai les photos au Pourquoi? fur et à mesure de notre discussion. Mhm. Et voilà. Et je me rappelle, tu m'avais sensibilisé à ça à travers tes vidéos. La Vierge est souvent assimilée à la Lune. Donc, je me pose la question si ça n'a pas un rapport avec la Lune, justement, un phénomène de captation. Parce que je pense que de notre vivant, ça on en parlera peut-être un peu plus tard, je pense que notre énergie est faite pour être orientée vers le Soleil. Mhm. Parce que la plupart, globalement, des cultes religieux sont à la base des cultes solaires. Solaire, on est d'accord. Mhm. Mais je pense, et là on va parler un petit peu de langue basque, je pense que Par rapport à la Lune. lors de notre Mhm. décès, Mhm. lorsqu'on voit la lumière au bout, patati patata, je pense qu'on va vers la lune. Parce qu'en langue basque, la lune se dit ilargia. Et si tu fais Ilargia, une traduction exacte de ilargia, c'est la lumière des morts. d'accord. Donc, une réflexion, je me dis que potentiellement, lorsque nous passons à trépas, ben, nous subissons aussi une technologie qui nous oriente vers la lune, je pense. Et potentiellement, là, on rentre un peu dans la science-fiction, mais bon, moi, je suis pas allé vérifier, hein, même si je suis né en 1969, juste un petit peu avant que, soi-disant, Neil Armstrong ait mis le petit pas pour l'homme Sur cet astre. sur Mhm. l'astre lunaire. Potentiellement, pour moi, ça peut être quelque chose, un artefact ou une technologie, ou potentiellement, la Lune peut être quelque chose une technologie, quoi, hein. Bah, Pas quelque chose de naturel, quoi qu'il en soit. il y a tout Et un j'ai tendance à mystère, hein, penser, qui entoure cette lune, hein. Voilà. Bon, moi, c'est une- je, je suis à même avec mes petits Tintins, hein, mais je pense qu'Hergé était un initié au travers de ses albums. Il nous a transmis pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'il y a tout un mystère qui plane autour de cet astre. La Lune, déjà, elle a le même diamètre apparent dans le ciel que celui du Soleil, hein, d'où le fait d'avoir des éclipses parfaites sur Terre. Il y a plein de choses. On ne sait pas si vraiment l'homme a vraiment mis le pied sur la Lune, ou est-ce qu'il l'a fait, mais il a vu des choses inavouables. Et bon, il y a pas mal de choses autour de la Lune. Et Mais tu as ouais, raison de te bon, poser ce type de questions parce que je me les suis posées aussi. On se c'est un demande, vaste sujet. est-ce que Mais c'est pour pas un moi, astre artificiel qui serait positionné là à des fins honnêtement, je me pose la question. hmm, D'autant plus que la langue basque est une langue millénaire. C'est la plus vieille langue du continent européen. Et je pense que d'accord. ces gens, ça vient du néolithique, hein, c'est les mecs qui ont fait les arespil, les cromlechs, comme ça c'était une langue proto-basque. Mhm, C'est-à-dire qu'ils avaient, et ça, c'est les restes de connaissances qui datent du néolithique ou du Cro-Magnon, quoi. Donc, si les mecs ils disaient que la Lune, c'était la lumière des morts, c'est qu'ils savaient pertinemment quelque chose, quoi. Et je mhm, pense que si, je suis pas, j'ai des origines basques, hein, de par mon père et ma mère, mais malheureusement, on a perdu la langue basque. Ma compagne le parle couramment. Mais je pense que si on creuse sur des langues avant les vagues indo-européennes, les premières langues, je pense qu'en décortiquant certains mots relatifs à la nature, hein, je pense qu'on peut retrouver des réponses. Et mhm, le fait que les proto-basques et les basques disent que c'est la lumière des morts, je pense qu'il y a une raison. Je pense pas que tu peux le dire comme ça. Et pour moi, c'est une technologie. Lorsque tu meurs, en fait, je pense que tu es soumis sur une technologie de lumière et tu es attiré vers cette lumière comme un vulgaire insecte, en fait, hein. Et je pense que, en fait, tu vas vers la lune. Donc, je me demande, c'est potentiellement, et c'est peut-être totalement autre chose, hein. Est-ce que ce serait pas avec le réseau, ces calvaires avec des vierges qui orienteraient ensuite vers la Lune? Je sais pas. Mais bon, mhm, alors c'est de la science-fiction, hein. J'ai aucune réponse là-dessus, mais c'est juste une réflexion. Voilà. mhm. Très bonne réflexion. Mhm. Alors, ouais, justement, tu parles du culte solaire. Bah, on va venir un petit peu plus tard à notre fameuse pyramide.
Mais c'est vrai que quand tu m'avais fait cette réflexion, quand on analyse le mot soleil, hein, Ouais. seul œil, et puis bah Donc, soleil, en fait, si tu joues un petit peu avec les mots, tu peux, bah, si tu écris le mot œil, il te reste deux lettres, SL. Donc, presque SL, tu pourrais dire seul, seul, œil seul, mhm. soleil, œil seul. Donc, ouais, l'œil seul, hein, tout le monde connaît. Donc, voilà, hein, et Voilà, puis malheureusement. Et le symbole mais quoi qu'il, franc-maçon hein, aussi avec ce c'est ça. triangle et cet œil en plein milieu. Mhm. Mais, mais eux, ils ont récupéré toutes nos interrogations. Ils pourraient nous donner certains, hein, je pense, Mhm. sûrement à des niveaux très, très élevés. Ils pourraient nous donner les réponses parce qu'il y en a qui savent. Je suis pas rêver, quoi. Mhm. Mais oui, tout est orienté vers le culte du soleil, hein, tout le temps. Et bon, j'ai regardé pas mal de tes vidéos, tu en parles pas mal, quoi. Donc, tu as plus ou moins la même histoire, hein, retranscrite de façon plus ou moins différente, avec des noms différents, mais c'est toujours plus ou moins la même chose. Ça va toujours, en fait, notre énergie psychique est orientée vers le soleil. Même quand le prêtre lève la coupe comme ça, au moment de l'église, ou même l'hostie, hein, c'est un soleil, quoi. Tout est fait pour que, de façon détournée, même la prière en elle-même, c'est une énergie, la prière. Le mot est une énergie, c'est une vibration. Lorsque tu dis en anglais I put a spell on you, si tu traduis vraiment bien, c'est je mets une épellation, j'épelle, tout spell, c'est épeler en fait, un mot. Mhm. Mhm. Donc j'envoie une vibration. La magie, c'est une intention, plus une énergie, quoi. Donc voilà, lorsque tu fais ta prière dans une église, tu donnes une énergie qui va, à mon avis, j'en suis quasi certain, qui est toujours systématiquement orientée vers l'œil qui voit tout, vers le soleil. Ça, j'en suis quasi certain. Ben, un des plus vieux cultes solaires, c'est peut-être celui d'Horus, hein, avec l'œil d'Horus, Ouais, justement. l'œil d'Horus. Mais Voilà. je pense que le soleil et la lune, c'est un système de captation énergétique comme une dynamo, enfin un truc comme ça, quoi. Et Mhm. toute l'information, en fait, est récoltée à un moment de ta mort vers la Lune, je pense, et le long de ta vie vers le Soleil. Vers le Après, moi, j'ai soleil. discuté une fois avec quelqu'un qui... Je pense qu'ils ne peuvent vraiment capter que ce qui est dit, pas vraiment ce qui est pensé, mais lors de ton vivant, en fait, hein, lorsque tu es vivant. Mais après, une fois, j'avais discuté avec quelqu'un qui a vu, voilà, qui a failli mourir, et il m'a vraiment dit que sa vie a défilé devant ses yeux, mais l'entièreté de sa vie, quoi. Il y avait un décalage entre le temps réel et le temps ressenti et vu. Il a vu toute sa vie défiler en une fraction de seconde, alors qu'une vie, c'est très long, quoi. Donc, je pense que c'est un téléchargement, en fait. Oui, 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 on en avait discuté ensemble et j'avais trouvé ça Ouais. super intéressant. C'est vrai, tous ceux qui ont fait des EMI, expérience de mort imminente, la plupart Mm. le disent, ils revoient toute leur vie défiler devant eux, Mm. alors que, je dirais, cliniquement, ils sont morts que quelques secondes, allez, quelques minutes. Et comme tu l'as dit, une vie, c'est long. Et ils revoient toute leur vie. Mais quand tu m'avais parlé comme un téléchargement, en fait, oui, quelque part, on refait le téléchargement de leur vie au moment de leur mort pour récupérer toutes les informations. Je pense que, oui, c'est l'expérience d'une vie qui est téléchargée, en fait, et qui est Mhm. récupérée et utilisée, je pense. Je pense que de l'autre côté du rideau, il y a quelque chose qui télécharge toute l'information, tu la donnes en mourant, hein, donc tu vois ta vie défiler devant tes yeux, mais de ton vivant aussi, tu es orienté, utilisé, mais tu donnes aussi de l'énergie, quoi. Et, voilà, mais plutôt ça, je pense que c'est récupéré plutôt de manière parlée, la prière ou une orientation, De enfin notre voilà vivant, quoi. quoi. Ça va plutôt vers le soleil. Et le De reste, je notre. pense que ça va plutôt vers la lune. Mais Mhm. ça, c'est juste une idée personnelle. Et Ton idée. Mhm. voilà, après, j'espère que les auditeurs partageront leur réflexion et tout ça par rapport à tout ça, hein, s'ils sont Ah d'accord ou bah, pas. ça Voilà. fait C'est toujours très plaisir, intéressant. hein. Laissez vos commentaires sous cette vidéo, dites ce Ouais. que vous en pensez. Et au contraire, on se fera un plaisir avec Pascal d'y répondre. Alors, on est parti des dolmens, on a étudié les églises, les cathédrales. Évidemment, on va arriver à un moment donné à cette foutue grande pyramide, hein, Pascal, parce qu'elle t'a intéressé aussi, cette Ouais, mais grande pyramide. j'aimerais qu'on parle de Chartres avant, si c'est possible, hein. Ah, bah si tu veux, avant d'aborder la grande pyramide, Et après, on on peut parlera faire un petit tour à Chartres, de- avec grand plaisir. Ouais, ouais, Chartres, parce que pour l'avoir visité, avec
ce fameux labyrinthe. Tu as des choses à nous dire là-dessus. Ouais, parce que je pense que la technologie, en fait, elle a évolué au fur et à mesure. Et le Chartres, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce fameux labyrinthe que tu as dû voir par toi-même. Et je crois Oui, que tu as... je l'ai fait pieds nus en plus. Ouais. Mais pour moi, ce labyrinthe, si tu regardes une image d'un résonateur de Schumann, c'est Mhm. exactement la même forme. Pour moi, c'est pas un labyrinthe. Alors, qu'est-ce un résonateur de Schumann? Donc, c'est à la manière d'un circuit oscillant. Il rééquilibre au niveau vibratoire les cellules du corps en rétablissant leur fréquence d'origine. En fait, c'est une machine, hein, ce labyrinthe. Donc, cet effet rétablit un champ vibratoire harmonieux, ok, Mhm. et supprime les dysfonctionnements énergétiques, qui sont les causes de bon nombre de maladies. Donc, les anciens bâtisseurs étaient des maîtres de l'énergie, des vibrations et des fréquences. Et ça me rappelle un certain Tesla. Oui, Mhm. Donc, ils étaient les Exactement. maîtres de l'univers, quelque part, et ils savaient utiliser tout ça, quoi. Donc, le labyrinthe en lui-même, je pense que c'est comme la pyramide, ça a plusieurs utilisations, hein. Oui, oui, oui. Ok, Plusieurs je pense fonctions. que la pyramide, c'est très complexe. Je pense que ce labyrinthe résonateur de Schumann avait plusieurs utilités, dont le fait de te régénérer cellulairement, bien utilisé. Mhm. Je pense que c'est comme tout, hein, du moment que tu prends quelque chose, tu peux l'utiliser de façon positive comme de façon négative. Malheureusement, malheureusement, c'est la vie. Avec un morceau de bois, tu peux faire une hache pour couper un arbre et avoir moins froid l'hiver, mais tu peux en faire une arme pour tuer quelqu'un. Donc, Mhm. une cathédrale, ça peut être la même chose. Tu peux l'utiliser à bon escient, comme tu peux l'utiliser pour justement peut-être capter énergétiquement l'énergie psychique ou autre, quoi. Donc, je pense que dans la cathédrale, il y a du positif et du négatif. Est-ce que ce serait pas pour ça que certains dolmens, menhirs ont été cassés, justement? Peut-être pour Ah éviter oui. une utilisation Ah oui. négative de ces Ouais. machines, quoi. Mm. Ouais. Donc, ce labyrinthe, il faut savoir que maintenant, c'est plus le cas. Aux environs du 22 août, on parle toujours de la cathédrale de Chartres, hein, il y a un rayon de soleil qui relie la Vierge, qu'il y avait sur un des vitraux en face, là, de la verrière occidentale au centre du labyrinthe. En Mhm. fait, tu avais un rayon de lumière qui te faisait arriver au centre du labyrinthe. D'accord? Alors, ce phénomène, il se produisait sur l'ancien calendrier julien du Moyen Âge, à la date du 15 août, et aujourd'hui, on est sur un calendrier grégorien. Il se déroule aux alentours du 22 août. Donc, pourquoi, à ce moment-là, bien précis, du 22 août, aujourd'hui, sur notre calendrier, il se passait quelque chose sur nous. Là, je pense qu'on va retrouver sur une autre technologie ce que tu arrivais à faire au niveau des dolmens, Mhm. c'est-à-dire que c'est une technologie à utiliser à un instant T qui, pour moi, te permet à accéder à autre chose. Donc, il y avait un érudit, chartrain, apparemment les habitants de Chartres s'appellent les Chartrains, qui Oui. s'appelait Charles Chaline, 1596-1678, qui, dans ses recherches sur Chartres, il avait écrit au XVIIe siècle: il Mhm. existe au milieu de la nef, devant et au-dessous de la chaire où l'on prêche, un fort beau labyrinthe ou dédale. Il y a une nuance, hein, on va en parler, de marbre noir, figuré sur le pavé, duquel on voit dans un cercle la figure de Thésée et du Minotaure. C'était sur une plaque en cuivre. Donc, autrefois, au milieu de ce labyrinthe, il y avait une plaque en cuivre avec Thésée et le Minotaure. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, la question que je te posais, est-ce que tu sais faire la différence entre un labyrinthe et un dédale? Alors, en l'occurrence, le labyrinthe de Chartres, en fait, c'est pas vraiment un labyrinthe, parce que en fait, tu suis un parcours. Je vous le fais voir, parce que c'est le tapis de ma souris. Le voilà. Ah ouais, Voilà. magnifique. Donc, on suit un parcours qui va, à un moment donné, et d'ailleurs, je sais pas si tu le vois, on voit ton petit rayon de lumière. Attends, Ah ouais, le petit rayon de lumière là qui doit frapper. Et c'est ça, au 22 août. lorsqu'on Sachant rentre, qu'aujourd'hui, ce oui. rayon de lumière, il y a un traitement spécifique des vitraux, on ne le voit plus. Mhm. Donc là aussi,
quelque chose a été caché, c'est plus accessible. On a retiré Et, un élément de la machine pour pas que ça fonctionne correctement, quoi. voilà. Ouais. Donc, Mais là, bah, quoi ouais, qu'il en soit, il enfin, est, ce labyrinthe, je dirais que c'est pas vraiment un labyrinthe parce qu'on se perd pas. Moi, c'est la différence entre un labyrinthe et peut-être un dédale. Un labyrinthe, on peut s'y perdre, hein, comme le labyrinthe du Minotaure, justement, tu en fais référence. hmm, Alors que ce fameux labyrinthe circulaire qui est encore aujourd'hui au sol de Chartres, on ne se perd pas. On suit un chemin qui, à un moment donné, va nous faire arriver en plein centre. Un dédale, d'accord. est-ce qu'on s'y Mais perd un dédale? Je sais pas. Est-ce que c'est... voilà. Bon, on va dire quand même que c'est vendu estampillé labyrinthe de Chartres quand même Mm, mm, dans le langage de tous les oui, jours. Enfin, moi, j'ai oui, toujours entendu sous le oui. terme de la labyrinthe Mm, de la cathédrale de Chartres, hein. mm, Donc voilà, j'ai fait des petites recherches. Il y a une petite nuance entre les deux. Donc, pour nous, nous le vend comme un labyrinthe. Donc, c'est un réseau de chemins complexes conçus pour égarer, tester ou méditer, mais qui a souvent un seul chemin possible pour atteindre le centre. mm, Et un dédale, par contre, c'est pas la même chose. Donc, c'est un réseau complexe et confus de passages avec plusieurs chemins possibles. Impasse, bifurcation, souvent conçus pour perdre quelqu'un. mm, mm. Donc, si à mon avis, il y avait une plaque avec Thésée le Minotaure, c'est plus un dédale. Oui. Donc, déjà, s'il y a si c'est, on nous vend parfois la vie comme une expérience immergée, une expérience de la matière, patati patata. Si c'est vraiment un dédale dans lequel on est immergé, c'est-à-dire ton âme, pour moi, l'âme, c'est de l'information, t'es plongé dans quelque chose qui est inextricable, à mon avis. Donc là, pour moi, la nuance est quand même ténue, mais ça me fait quand même réfléchir sur l'intentionnalité des gens qui nous auraient foutu immergés dans un avatar. Après, ça va parler de ça. Dans cette Euh, matrice. est-ce que c'est vraiment une expérience positive pour que, ben ouais, voilà, l'expérience d'une vie, Qu'on voilà, et soit quelque s'améliore, chose qu'on de se... positif, Voilà. ou est-ce que c'est vraiment on est immergé dans un dédale dans lequel tu peux pas sortir? Pour moi, c'est Mhm, quand même important, et je me pose la question. mhm, L'intentionnalité de s'il y a quelque chose à l'extérieur de notre réalité, s'ils sont bien intentionnés ou pas. Si c'est un dédale, non, pour moi, non. mhm, mhm. Voilà. Ok. Donc, le labyrinthe de Chartres, hein, il est placé à un endroit précis. Apparemment, les courants telluriques à Chartres sont particulièrement intenses et immenses, quoi. C'est un lieu Alors, vraiment très, très particulier, hein. Et là, je j'avais sais pas... que sous Chartres, il y a une crypte aussi, hein. Oui, Je oui, je crois l'ai que c'était une visité, crypte à cette crypte. Jupiter, hein, un truc comme ça. Je l'ai Ouais. visité, mais j'avais pas pris mes baguettes ce jour-là, donc je peux pas te dire. Voilà. Donc, pour moi, déjà, moi, je me pose des questions sur l'expérience dans la matière, si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Peut-être que j'extrapole un petit peu loin, peut-être que je veux pas devenir parano non plus, mais moi, ça me fait poser la question sur la positivité ou la négativité des intentions de ceux qui nous auraient immergés là-dedans, quoi. Mais bon, Mhm, ça, mhm, c'est là aussi, c'est comme la Lune, c'est des extrapolations, des trucs comme ça. Donc, comment il fonctionne ce labyrinthe ou ce dédale, hein? Donc, il amplifie les résonances de la planète, onde de Schumann. Donc, au moment précis de l'année, donc le 22 août, donc c'est comme au niveau d'un dolmen, au niveau du solstice, je pense que tu as vraiment une fenêtre assez courte. Mais je pense que si le 15 août, au Moyen Âge, le 22 août aujourd'hui, tu te mets au centre du labyrinthe à un instant bien précis, je me demande s'il n'y a pas un jeu où s'il y avait les cloches pour la vibration et des trucs comme ça. Je pense que les cloches ont aussi une oui, importance, le son des cloches, oui, oui, ils peuvent mettre en vibration aussi la machine, quoi. je pense. Donc, ce moment précis de l'année créerait une fenêtre pour transcender cette densité. Donc, OK. Et, et donc, tu vas sur un autre plan, tout simplement, hein. Donc, à mon avis, c'est la même technologie que les dolmens et tout ça, mais qui est améliorée, hein. Mhm, Donc, technologiquement, l'humain, je pense, entre un dolmen, une église romane et une cathédrale gothique style Chartres, c'est une évolution technologique, hein. oui, Mais en fait, le process, c'est le même, c'est toujours le pour la process même est le même. Mhm, utilité, hein. Tu as mhm, accès à autre chose, je pense, hein. Voilà. Mais tu es confronté, si tu sors à ce point nodal qui est le Minotaure. mhm, Voilà. Donc, qu'est-ce que pourrait être ce Minotaure, hein? Donc, si tu arrives à sortir de la réalité, donc si c'est un résonateur vibratoire, donc qu'est-ce que pourrait représenter ce Minotaure? Donc, ça pourrait être une barrière énergétique qui stabilise la réalité.
comme un gardien du plan, ou alors une entité qui teste la conscience, vérifiant si l'âme est prête à se libérer. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, de son apparence est de mi-homme, mi-taureau, mi-bête. Voilà. Donc, c'est le mélange de l'instinct primal et de la conscience humaine. Donc, on est des animaux, on est une partie bestiale en nous, hein, Mhm. et je pense que si tu sors de ce plan par ces différents process, tu vas être confronté à quelque chose qui, tu dois, pour passer à un autre plan, je pense que tu dois quitter cette partie bestiale en toi, en fait, Mhm. partie animale, voilà. Je pense que le Minotaure, pour moi, il représente ça, en fait. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai, j'allais oublier d'en parler. Lorsqu'on on préparait cette émission, on s'est fait aussi cette réflexion, enfin, par rapport au vortex, hein, parce que il y aurait une espèce de vortex au sein de ces métamachines. Tu m'as dit que tu avais constaté, je crois que c'est Pays d'Angers, je crois, où tu avais vu C'est dans là. des clochers d'église vriller. Et je t'ai dit, bah, écoute, par chez moi, c'est la même. J'ai déjà vu ça, des clochers des églises qui sont complètement vrillés. Comme si la charpente de bois de ce clocher, par l'effet de ce vortex, avait vrillé toute la charpente, en fait, quoi. Donc les couvreurs, plutôt que de démonter la totalité de ce clocher, ont retiré les ardoises et ont remis des ardoises tant mal se peut, mais qui reprend cette forme vrillée de ce clocher, quoi. Mm. Ouais, c'est en fait c'est un gars avec qui je travaille qui est originaire d'Angers, donc on parlait un petit peu justement de il s'intéressait à mon activité de sourcier et tout ça, et puis après on parlait des églises, de mes analyses, extrapolations et tout ça par rapport. Il m'a dit, eh ben moi dans ma région il y a des clochers qui sont construits de manière un petit peu circulaire, complètement vrillés quoi. Et donc j'ai fait des recherches parce que j'en avais jamais entendu parler, et ça s'appelle les églises Tor, Mhm. T-O-R. Tor, ça peut être Ouais, comme aussi le jeu, ouais, qui se rapproche du ouais. Thor, le fameux Thor. Mm, Et d'où ça validait un petit peu, mais ça je le pensais avant, que ce croisement de veines en dessous des clochers, donc au niveau du cœur des églises ou sur les cromlechs, tout ça, c'est un vortex, mm. Mhm. mais tellement puissant que ça déforme certains clochers, quoi. Et les mecs, ils devaient sûrement en avoir marre de réparer tout ça. Ils se sont passés qu'on est éloquécoïdal. Mon français, il est pas toujours très Mm. en forme d'hélice, quoi. Ouais, Donc, je c'est pense ça. que tu vas mettre des représentations, des Ouais, je photos. mettrai les images à l'écran. Hein. Mm. Donc ça, On tu sera trouves en ça sur image. la région, sur l'Anjou, apparemment sur la Normandie, je crois. Ouais, il y en a pas, Pas très loin, il y en sûrement a de par chez chez toi. moi. Il y en a par chez moi. Mm. D'accord. Donc ça prouve bien que les mecs ils se sont adaptés, ils en avaient marre et ils se sont rendus compte qu'il y avait une force centrifuge comme ça qui détruisait leur clocher, quoi. Mm. Et ils ont fait, ou alors on leur a donné l'information aussi, hein, ben, il faudrait que vous fassiez. Donc ça prouve bien, ça valide le fait que on est bien sur un vortex. Mhm. Mhm. Ouais, et puis Donc je t'en parlais, moi je m'étais fait cette réflexion dans la forêt de Bretonne, pas très loin de chez moi. Bah, il y a un moment donné, on se balade dans la forêt, il y a des arbres, hein, des grands arbres, hein, de plusieurs dizaines d'années un peu parsemés, et puis on en voit un, mais il est complètement vrillé sur lui-même, quoi. Donc on se dit, c'est bah, ça. lui, il a poussé en plein sur le vortex, les copains d'à côté, ils poussent tout droit nickel, et lui, le tronc, il est torturé, il part en vrille, quoi. Mm. Donc, Ouais. Et tu as vu aussi une église vers chez toi qui était oui, oui, en constante oui, oui. réparation aussi. En allant sur Varengule-sur-Mer, on passe par une petite commune et le clocher est complètement vrillé. Voilà. De toute façon, je vous mettrai des images à l'écran pour vous en rendiez compte. Mm. Donc, on est bien sur un réseau, sur quelque chose, sur une utilité énergétique. Et voilà, pour moi, Vortex, ça égale SAS. Mm. Donc, tu as accès à des énergies, à des sas interdimensionnels, des trucs comme ça. D'abord, tous ces cultes païens, c'était des cultes à des dieux, hein. Donc, ils communiquaient forcément avec quelqu'un qui se faisait passer pour un dieu ou un truc comme ça. Ils ont rien inventé. Donc, on communique avec d'autres plans, ça c'est sûr, quoi. Mhm. Et l'énergie est aussi utilisée et passe par tous ces réseaux. Donc, ce sont des sas d'accès à ces réseaux telluriques. Voilà. Donc, voilà, ça confirme bien que pour moi, une église, c'est une métamachine. Mhm. C'est assez clair. Alors, en parlant de métamachine, on va y venir à cette pyramide, Pascal, hein? À cette grande pyramide. Ouais. Et est-ce que tu voulais parler du Walt d'Isis un peu aussi ou pas? Alors, moi, je Ou voulais tu veux en aller parler à la directement fin sur du la... vol d'Isis, justement, D'accord. pour clôturer notre échange. Non, parce que Ok. bah, moi, tu sais, c'est un gros dossier, la grande pyramide.
Et puis, D'accord. bah, tu nous donnes dans ton roman une explication de une des fonctions de cette grande pyramide que je trouvais assez Ah. intéressante, puisqu'on parle justement de réseau, hein, de ce quadrillage hein, qui recouvre la globalité de notre planète. Et Oui, on puis, peut en parler de ce quadrillage si tu veux. Mhm. ouais. Mm. Après, la Grande Pyramide, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, hein. Moi, je vais faire une, comment dire, je vais donner mon avis là-dessus, mais c'est quelque chose de très personnel aussi, tout comme ça. C'est Ouais, non, mais moi, juste, toutes les idées sont bienvenues. Tu sais, aujourd'hui, on ne sait pas voilà. à quoi elles servent. C'est juste pour faire avancer un peu le schmilblick, Exactement, pour avancer exactement. un pion, pour que tout le monde, ben voilà, puisse valider ou contredire. Et Mhm, l'essentiel, c'est l'argumentation, quoi. mhm. Mais pour moi, j'ai fait un schéma qui me semble logique, mais je peux absolument pas le prouver. C'est juste, euh, c'est juste une idée comme ça, quoi. Mais après, ce réseau, on peut en parler. Euh, Parce que l'humain en lui-même fait partie de ce réseau, quoi. Donc, chaque personne a une unique vibration, ok? Un genre d'empreinte sonore, et chaque chose vivante a une vague d'énergie, un son qui lui est propre, ok? Nous sommes tous des minéraux et de l'eau vibrante. Moi, par exemple, tu vois, avec mes baguettes de sourcier, celles qui sont en L, en laiton, tu vas te mettre sur le côté comme ça. Je vais avoir une intention de me connecter à toi, donc à ta vibration, à ta fréquence. Mes baguettes, elles vont aller sur toi, direct. OK? Parce que mon intention est de me connecter à toi. Je me connecte. OK? Et moi, je bouge pas. Je l'ai fait à plein de monde. Tout le monde flippe quand je fais ça. C'est vraiment de la sorcellerie. Sorcier, sorcier, tu me diras. Donc, et après, je vais te demander d'avancer. Et moi, tu vas me passer devant. Mes baguettes, elles vont te suivre. Elles te lâcheront jamais, pardon. Si tu passes, moi j'avais fait avec un collègue au boulot, après il est passé dans une autre pièce derrière, j'avais les baguettes qui le suivaient, je savais qu'il bougeait dans la pièce, quoi. Après, je me connecte à toi, ok? Donc notre ADN, je pense, est un système d'exploitation et notre sang, une interface qui nous permet d'interagir avec ce que nous pensons être la réalité, d'accord? Le cerveau est l'équivalent d'un décodeur. D'abord, le cerveau, c'est un émetteur-récepteur, hein. Voilà, Oui, ça c'est sûr. c'est une interface, quoi. Mm. Voilà, un décodeur. Et notre glande pinéale est notre carte SIM. Voilà. Elle permet de s'identifier avec un code PIN, semblable à PIN et AL. Le code PIN est Voilà. HAL. Donc c'est du langage BIOS en fait, hein. Nous, Mm. l'humain, c'est du langage BIOS aussi, hein. Voilà. Donc nous sommes des lignes de code, des unités de programme, ça c'est sûr. Voilà. En fait, tout se joue sur un plan informatique, hein, Oui, sur on est dans Matrix, hein. Mhm. notre réalité, hein. Donc, et par nos soins et nos mises à jour, ben, nous servons le grand scénario, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas que la Grande Pyramide hein, dans le monde. Il y a d'autres pyramides, bien sûr, il y en a un petit peu Mhm. partout dans le monde. Donc la disposition et l'aménagement peuvent rappeler en tout point des cartes mères, en fait, Oui. hein, des circuits intégrés et autres composants d'ordinateur. D'accord. Donc des anciens sites dessinés selon un plan à même de fonctionner, tels des circuits énergétiques géants, que des temples n'avaient rien à voir avec le culte des dieux ou offrandes de nourriture, hein. Ça, c'est le spectacle qu'on nous vend, quoi, pour nous orienter notre énergie psychique, tout comme ça, et je pense que l'humain, de par lui-même, a une grosse empathie où il a besoin de se retrouver dans quelque chose, quoi. Donc c'est très facile en fait hein, de vendre quelque chose pour moi. Après, je veux froisser personne, hein. Mhm. Ça, je tiens, je respecte énormément les gens qui. La religion, ça peut être quelque chose de très important et Oui, ça le. je veux pas détruire parce que c'est vraiment un sujet sensible. Mhm. Mais j'essaye d'aborder la thématique d'une façon vraiment de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, quoi, pour quelque chose qui pourrait fonctionner par rapport à mon hypothèse, quoi. Voilà. Donc ça représente une technologie très avancée, basée sur le son, sur l'énergie psychique, le son, la prière, patati patata, où tu vas dans un stade, tu cries, c'est du son, c'est de l'énergie, et des trucs comme ça, hein. Et ce sont des circuits imprimés géants générant d'énormes quantités d'énergie sonique et mentale. Voilà.
Donc, que tu ailles dans une église, ou que tu ailles dans un stade, ou dans un théâtre, comme ça, je pense que euh, tout est configuré, c'est toute la, Ouais, pour créer une sorte d'égrégore, comme on dit, hein. géométrie, quoi. La configuration est faite pour capter l'énergie, en fait. Voilà. Ouais, de cet Donc, si égrégore tu, que tout le monde va créer avec la même voilà, intention à ce moment-là, quoi. voilà. Voilà, donc tu as, voilà, dans les arènes autrefois, je pense que les gens donnaient beaucoup d'énergie qui était captée ou des trucs comme ça, quoi. Mhm. Voilà. Donc après, si tu regardes un site nommé Teotihuacan, Mhm. je pense que tu pourras mettre une image. Oui, au Hein. Mexique. Mhm. Donc si tu regardes bien la disposition, elle évoque une carte de circuit imprimée, hein. Complètement. Voilà, d'ordinateur avec ces deux grosses puces de microprocesseurs, que sont les pyramides de la Lune et du Soleil. Mhm. Donc en fait, ça fonctionne exactement comme sur notre réalité fonctionne exactement comme un ordinateur, hein. Mhm. De façon différente, parce que nous, on est l'unité de programme, un truc comme ça, on apporte nous-mêmes l'énergie et l'information, mais on est tous dans un collectif, quoi. Donc elle est autonome, en fait, hein. C'est de l'énergie ad vitam aeternam tant que tu as des gens vivants, quoi. Gratuite. Voilà. Ouais, mais ça me fait vraiment penser à Matrix, hein. Mhm. Ouais. Mais en fait, si tu regardes bien, même les villes, hein, après, il y a eu l'élaboration des villes, hein. Si tu prends de la hauteur sur le schéma de certaines villes, comme les grandes villes comme Paris, Washington, tout ça, tu vois vraiment tu vois des formes géométriques bien spécifiques qui sont là pour collecter de l'énergie ou des trucs comme ça, émetteurs-récepteurs, des trucs comme ça pour la collecter. Voilà. Mais en fait, on vit dans un ordinateur, hein. Mhm. Enfin, notre réel, si tu regardes bien autour, tu as des cartes mères partout. Même si tu regardes une ville comme New York de haut, Oui, on a l'impression de retrouver des composants informatiques sur une platine. tu regardes une carte mère à côté avec plein de composants informatiques, tu vois pas vraiment, à part que ça fonctionne pas tout à fait de la même façon. Mais les matériaux ne sont plus les mêmes, mais tu peux canaliser, tu as beaucoup de verre, de béton, un truc comme ça, tout ça, ça Mhm. collecte l'énergie, tu peux stocker de l'énergie hein, là-dedans, un truc comme ça. Avec les rues Donc et les c'est nous qui avenues la... qui font office Voilà. de transmettre l'énergie entre chaque composant, quoi. Mhm. Voilà. Donc tu regardes Teotihuacan il y a je ne sais pas combien de temps, et tu regardes New York vu d'en haut, c'est à peu près la même chose, à part que c'est plus... mais en fait, c'est comme si on vivait dans une structure informatique. Mhm. Et tu retrouves des formes des pièces d'un ordinateur à des échelles humaines bien plus grandes, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Donc tout ça, mais c'est un réseau, quoi, hein. Je pense que même après, ils ont encore amélioré le truc. Donc tout est collecté par des réseaux telluriques. Mais je pense que ben, les villes sont devenues de plus en plus grandes et donc ils ont inventé de nouvelles technologies, hein. Je pense que et là tu passes plutôt par la propagation ionosphérique, par la ionosphère. Donc maintenant, quand tu as la Tour Eiffel ou des trucs comme ça, ou des grandes antennes en haut des buildings aux États-Unis, ou même le Mont Saint-Michel, ou des trucs comme ça, où tu as des énormes tours comme ça, je pense que là aussi, ça va être une captation et un réseau énergétique, quoi, hein. Mhm. Je Mhm. pense que vu qu'il y a de plus en plus d'humains, peut-être qu'il y a une saturation de réseau et ils ont inventé d'autres technologies de captation et de transition de l'information, de l'énergie. Mhm. Ok. Alors, moi, j'ai envie de donner aussi à nos auditeurs et téléspectateurs d'acquérir ton livre. D'ailleurs, on a oublié de dire à laquelle maison d'édition il était. Il est à la maison d'édition Le Geste Noir. Geste noir, oui. D'ailleurs, je mettrai en description sous la vidéo les liens pour si vous avez envie d'acquérir le livre de Pascal. Alors moi, je vais donner un petit peu envie aux personnes de le lire. Donc, je pense qu'on va pas expliquer aujourd'hui ton hypothèse sur la Grande Pyramide. On va le garder pour Ah nous. ouais, Hein? Oui. d'accord. Voilà. Tome 3. Il y a du temps. Voilà. Non, mais Après, on c'est peut ça. refaire une vidéo si tu veux lorsque le tome 3 Ah sera bah alors sorti. lorsque le tome 2 et le tome 3 avec le fameux professeur Jérôme Maury va sortir. Bah oui, ça sera Bien sûr qu'il va intéressant. sortir. Et oui, dans ton livre, à un moment donné aussi, Pascal, tu parles d'une statue qui est dans un parc aux États-Unis. Donc, il est dans l'Iowa. Mhm. Voilà. Il y a une statue d'Isis. Je pense que tu vas mettre des images aussi, Oui. qui est assez phénoménale. Elle se situe à West Branch, dans l'Iowa. Donc, au cœur des États-Unis, quoi, sur de l'Iowa, je sais pas, je suis jamais allé. Je suis allé sur la côte est, mais l'Iowa, je pense que ça va être vraiment.
voilà, très isolé, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette statue a été, j'ai oublié de noter le nom du sculpteur, en fait. Je crois que c'est un Belge, sur l'information. Et il y a une inscription qui est en français dessus. Oui. L'inscription, je vais vous la lire. Il est marqué en français sur cette statue imposante et vraiment impressionnante. Je suis ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, et nul mortel n'a encore relevé le voile qui me couvre. Donc on parle du voile d'Isis. Mhm. Donc ça m'a pas mal chauffé, je t'avoue. C'est un petit défi. Et je suis tombé, je pense, sur la réponse de ça. Euh, En fait, je pense, ou je te donne d'abord la réponse. Tu la trouves dans un livre qui est assez génial, de Thierry Gallier, je sais pas si tu connais, qui a écrit un bouquin, voilà, sur la Joconde. Isis, Il fait la un Joconde décryptage révélée. de la Mhm. Joconde. Et dans le tableau de la Joconde, tu as une somme phénoménale d'informations, quoi. Oui. Donc c'est vraiment se poser des questions. Fais-moi, Léonard da Vinci, je me pose beaucoup de questions sur ce gars-là. Je pense que si j'avais un petit pouvoir de discuter avec quelqu'un dans l'histoire décédé, un truc comme ça, je pense que c'est lui que je choisirais. Mhm. J'aimerais bien discuter avec lui. Bon, c'est compliqué, mais je pense que ce gars-là, il avait accès à beaucoup d'informations et forcément beaucoup de réponses. Et dans son tableau de la Joconde, en fait, il a mis énormément je sais pas comment il a fait avec sa technique. Il y a plein Avec de un génie, sous-tableaux, en quoi. fait. Oui, 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 oui. D'accord? On voit d'un moment Dont, à gauche, enfin, lorsqu'on est face à la Joconde, oui, à gauche de la Joconde, tout en haut, on devine le, le trône d'Isis, hein, avec Isis assis dessus, justement, qui me fait penser à cette statue. c'est ça. Donc, je pense que je t'ai envoyé je pense que tu pourras peut-être le mettre Oui. pour les auditeurs. Il y a justement une petite scène où c'est lui, Léonard de Vinci, qui enlève le voile d'Isis. Et qu'est-ce qu'il retrouve de l'autre côté une fois qu'il a soulevé le voile d'Isis? Tadam! Tadam! Eh bien, c'est lui-même. C'est lui-même. Mhm. Voilà. Et, euh, et je pense que le voile d'Isis, justement, ben, si tu le soulèves, c'est toi-même que tu retrouves. Alors, sur le dessin, c'est lui-même, c'est le même visage. Moi, je pense que après dans le livre, j'ai inventé une technologie, hein, un truc comme ça, voilà, sans trop spoiler les auditeurs. Mais voilà, on serait une partie de l'information de quelque chose de fragmenté, on va dire, dans mon roman. Hein, c'est quelque chose que j'ai totalement inventé. Et je pense que cette fragmentation, elle est projetée sur le voile d'Isis. Donc, c'est une théorie très personnelle. Voilà. Suite à, justement, à cette petite page dans ce livre, pour qu'on se retrouve soi-même, je pense que, en fait, on a une fragmentation de quelque chose. Et je sais pas dans quel état on est, en fait, de l'autre côté du voile, hein. Je Mhm. pense pas que ce soit Jérôme Maury ou Pascal Sauterens. Je pense que la réalité, ben, je sais pas, dans Matrix, justement, le mec, il est dans un genre de caisson, un truc comme ça. Je sais pas si c'est ça. Bon, Mhm. peu importe, Mhm. on peut qu'extrapoler, quoi. Mais je pense que notre conscience, elle est projetée sur... ça rejoint un petit peu le côté un petit peu de réalité holographique, un truc comme ça. Mais je pense que le voile d'Isis, pour moi, c'est un écran, en fait. C'est une technologie où toutes nos consciences fragmentés sont projetés. En fait, tu es derrière un pixel, un truc comme ça. Et je pense que ben, si on est projeté sur un écran, ben, il y en a beaucoup qui disent qu'on est dans un Sims, dans un jeu, quoi. Oui, Et oui, oui. je rejoins un petit peu ça. C'est pas mal. Et en fait, ben, si tu es sur un écran, ben, ta réalité, elle est en 2D, en fait. Mhm. Mais je pense que l'illusion de notre cerveau nous Et donne cette illusion de la la 3D. réalité, la sensation de la réalité sur une version 3D. Donc là, déjà, je t'ai résolu le problème de la Terre plate. Parce que tout le monde est d'accord. Tu vois, c'est Voilà. plat, Là, mais tu vas elle mettre est tout le monde ronde. Parce d'accord. que tu as La l'illusion Terre qu'elle est est ronde. plate, mais Elle est ronde. on la voit ronde. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pour déconner, mais c'est un peu ça. Je pense que pourquoi pas, ouais. En fait, c'est une technologie, mais bon, qui nous... D'abord, la réalité, on peut pas l'assimiler. C'est juste une petite pensée comme ça. Mais je pense Non, que, ouais, mais on pourrait être projeté sur un écran, qui est notre réalité, notre monde. mhm. Et si tu relèves le voile tu vas te retrouver toi-même dans ton état naturel, quoi.
Voilà. Et ça, ça me plaît bien, quoi. Ouais, Mm, je pense que c'est ça. Et en fait, notre réalité, mais c'est la projection de points de vue, quoi, de milliards de points de vue, qui font que, ben voilà, par un système de captation, de par nos pensées, nos intentions, des trucs comme ça. J'aime bien ce côté-là de l'aspect du film de Michel Rousseau, où tu as des ordinateurs de l'autre côté. Déjà, tu as une captation énergétique, mais tu as aussi des ordinateurs qui analysent toute l'information récoltée et qui te font des scénarios, des schémas pour nous orienter. mm, Voilà. Et moi, je le rejoins assez à ce niveau-là. Savoir si c'est ça, je sais pas, mais il y a quelque chose, je pense, dans cet ordre-là. Et le voile d'Isis, pour moi, mais voilà, si tu le lèves, tu vas te retrouver toi-même dans ta vraie nature mm, et ta vraie configuration. Je sais pas à quoi elle ressemble, hein, j'en sais rien, je peux même pas le dire moi-même. Mais on est immergé ouais, dans un écran très haute définition, dans une réalité holographique, avec une sensation de 3D de par notre cerveau, de par nos sens. Et ouais, ça se joue à ce niveau-là. Ouais. Non, super intéressant ce que tu expliques. Après, moi, je pense que notre petit cerveau humain dans cette matrice n'est pas assez capé pour comprendre tout cela. Donc, Non, comme on le fait depuis 1h20 maintenant, on extrapole, on a des pistes de recherche, hein, on fait des hypothèses, des théories, mais il n'y a rien de certain et je pense qu'on peut-être qu'on ne découvrira jamais vraiment la vérité, à part le jour où on va passer ce voile, quoi. ouais. Et Est-ce qu'on encore, le passe lorsqu'on meurt? Je suis pas certain de ça. mm. Après, tu peux tomber sur un système de recyclage ou un truc comme ça, Oui. et Bah, pourquoi pas, hein, je il y a sais beaucoup pas. qui en parlent, hein, justement, qu'on est dans une machine à laver, hein. On va être recyclé, on va revenir et on aura tout oublié Voilà. et c'est reparti pour une nouvelle aventure et etc. quoi. C'est sans fin, quoi. Mais ouais, je pense que le voile d'Isis, en fait, c'est une technologie, un écran dans lequel on est immergé. Hein. Et, ouais, bon, je me répète un petit peu là, mais Non, non, mais après tout ce que je t'ai dit au niveau des configurations de notre réalité, tu peux retrouver des détails comparables à un système informatique ou des trucs comme ça. Et plus tout ce que j'ai validé, ça je l'ai validé par contre sur le terrain avec mes baguettes de sourcier, peut-être que d'autres sourciers peuvent témoigner un truc comme ça. Ça je l'ai validé. Il n'y a pas de hasard. Il y a absolument pas de hasard. Tout est configuré d'une certaine façon pour que énergétiquement ça tourne, qu'il y ait une captation, des trucs comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Le reste, c'est de l'extrapolation, de l'imagination, ou quoi que ce soit. Mais après, si tu veux imaginer ce qui est un peu plus loin, tu es obligé de l'appréhender, de l'imaginer, d'essayer mais oui. d'en faire quelque chose. Moi, j'en ai fait un roman, hein. Mhm. Mais non, mais Je me suis bien amusé, hein, mais voilà. oui, non, mais les plus gros inventeurs comment de notre planète ont imaginé quelque chose. Et en fait, ils l'ont créé. En fin de compte, et de l'imagination est Regarde, venu quelque chose de réel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bien d'imaginer parce que parfois, on est sur la bonne piste, quoi. mais regarde tous les mecs qui ont écrit de la science-fiction, de l'anticipation, il y a ne Eh serait-ce oui. 100 ans en arrière. Ben, on y est Bah, totalement aujourd'hui. Jules Verne, hein, tu regardes Jules Verne, hein, tout ce qu'il a écrit, c'est sorti de son imagination et aujourd'hui, c'est complètement réel, voire même ça a dépassé son, ce qu'il imaginait, je pense. Ouais, j'avais vu des photos de sa maison et t'as l'impression qu'il a une tour à mon avis, je me demande s'il n'était pas sur un point énergétique, le mec, et il faisait pas Il de la était sur captation. il était sur une ligne une ligne ley, une ley line. Ouais. Et si tu regardes C'était, sa maison, j'avais vu une photo un jour, t'as une grande tour, un truc comme ça, qui ressemble un petit peu à une flèche d'église, ou un truc comme ça. Et je me demande si le gars, en fait, il faisait pas de la captation d'informations, ou il n'avait pas ouais. accès aussi, lui. Mais peut-être que lui aussi, il avait accès à une technologie, à un savoir. Je sais pas quel était son réseau, ou des trucs comme ça. Mais peut-être que certains écrivains d'anticipation ou autres, style Victor Hugo aussi, ou des trucs comme ça, Mhm, mhm, et d'autres plus récents aujourd'hui, Philippe Cadic, ou des trucs comme ça, j'en sais rien, ou autres, ou de façon intentionnelle ou pas, hein, ils ont accès à de l'information avec certaines techniques, pourquoi pas. mhm. Et pour mettre un terme à notre échange, Pascal, qui est super intéressant, moi je voulais te poser cette question. Est-ce que tu penses que ce savoir a été définitivement perdu, il a été retrouvé, ou est-ce que ça s'est transmis secrètement au Moi, pour fil moi, des ça s'est transmis millénaires et secrètement. des siècles, etc. Donc, il existerait, hein, j'aime pas utiliser ce terme, je vois pas, une sorte de confrérie
il y a ce savoir et qui continue secrètement. On l'a vu par exemple avec les constructions de François Mitterrand, hein, sur Paris. Lui a peut-être aussi été initié à tout ça et a perduré ce type de construction, quoi. Il y a une élite qui a accès à ce savoir, ça c'est sûr, qui le font perdurer, qui se le transmettent. Ce qu'a fait François Mitterrand, tu reviens directement au niveau de la pyramide d'Égypte, hein, Mmh, mmh, c'est sûr. Donc ça a jamais été perdu. Je pense que ça a été bon pour parler un petit peu, je pense que ça a été récupéré un petit peu changé. Hein. Bon, après, on en parlera, mais par exemple le Sphinx, initialement c'était pas un Sphinx, hein. Et je pense que ça a été occulté, récupéré, déformé, orienté de façon différente par des gens qui, ouais, c'est juste pour avoir du pouvoir, sûrement, un truc comme ça. mmh. Mais ça n'a jamais été Réemployé. perdu. Et c'est quelque Mmh, chose de millénaire. mmh. De millénaire. Parce que pour moi, la pyramide, elle est là depuis le début, hein. Je, Mais ça, on en reparlera une autre fois. ouais, je pense la même chose que toi, Pascal. Allez, On plus de tease détails. un peu. On va faire un peu. C'est ça, on va pas tout dévoiler. Bah écoute, je suis super content, Pascal, de t'avoir reçu, hein, depuis le temps qu'on essaie de préparer cette émission. Ça y est, on l'a fait. Moi, j'ai hâte de te lire la suite, hein. Bon, alors la suite, je la connais, hein. Moi, je vais pas faire voir, mais voilà, tu avais sorti ton roman en un seul morceau, mais c'était un gros Ouais, un morceau, truc pour bien muscler les bras, un tu vois. gros pavé bien musclé. Et puis, grâce à la maison d'édition Le Geste Noir, hein, tu réédites ce roman, mais en 3 tomes, ce qui est un petit peu plus digeste pour les petits lecteurs, quoi. Ouais, parce qu'honnêtement, si vous voulez juste lire un roman policier pour aller au bord de la plage, Oui, ce c'était qui est tout à fait c'est un très honorable, bon hein. roman. Ah oui, non, non, franchement, Non, et non, mais comme je te le je disais, pense qu'il vaut mieux pas lire ça parce que c'est quand même, il demande un petit peu un investissement quand même, une réflexion, un truc comme ça. Il faut quand même le digérer. Mhm. Et c'est plus pour des gens qui ont envie, ben voilà, comme on est en train de faire toi et moi, de réfléchir un petit peu et de se poser des questions. Mais après, il y a aussi notre trame policière, hein. Il y a une vraie enquête policière. Ben oui, Voilà. justement, tu t'as Mais incorporé c'est tout pas, ça dans une enquête qui donne un petit peu de respiration tout ce qu'on vient de parler, et c'est plaisant, quoi, quelque part. ouais, le geste noir bon, enfin, on a beaucoup échangé, hein, parce que j'avais signé avec eux et je leur ai suggéré de le sortir en 3 tomes. Ils m'ont dit oui, oui, oui. Oui, oui. C'est une très bonne idée. On n'a pas Voilà. des, on n'a pas des presses assez grosses pour faire des livres de 800 pages. Ah, ça serait ouais, ça ferait ouais, 1000 pages facile, quoi, 1000 hein. pages, ouais. Mais bon, vous connaissez, c'est bien. Puis il y a, c'est comme en fin de saison de série, c'est suspendu, un truc comme ça, t'as envie de savoir. Voilà, et on a Moi, envie de j'aime voir bien. la suite. Voilà, mais tu la connaîtras, t'inquiète pas. Mais tu y paraîtras de manière détournée, hein. Je me suis juste librement inspiré de toi, mais aussi Tu as de tes raison. travaux et je te remercie Ah, c'est moi qui te de remercie, m'avoir. hein, que je puisse figurer dans un roman. Écoute, moi, ça me touche, quoi. Ouais, Ça me ouais. touche beaucoup. Professeur Jérôme Maury. Professeur Jérôme Maury. Bah écoute, grand merci Pascal. Moi je Merci à t'attends pour la toi. suite, hein. Voilà, tu me tiens au courant quand Mais le oui, tome on se 2. refera une vidéo lorsque le tome 3 sera sorti et là, on parlera Voilà, exclusivement de la pyramide. de la pyramide. On De va ma pas spoiler. théorie à moi, De ta théorie que je trouve très perso. J'aime pas trop intéressante. dire moi, mais voilà. Non, non, mais je voyais le temps passer. Je me suis dit là, on a parlé de beaucoup de Ouais, ouais, choses. Si ouais. on commence à parler de Ouais, la tome Grande 1, il y Pyramide, aura un tome 2. voilà, voilà. Donc on va se garder ça sous le coude pour la prochaine, hein, comme on dit. Avec grand plaisir. Eh ben écoute, l'invitation est posée, hein. Je serai présent avec grand plaisir. Merci Pascal. Et puis bah moi je vous recommande vivement, hein, Meurtre en Neouchkadi, je le dis bien, écrit par C'est ça. Pascal Soteras. Un grand merci Pascal. Milèche Karanit, ça veut dire merci beaucoup en basque. Voilà, on Et va. merci pour ton attention. Et puis voilà, je trouve vraiment formidable ce que tu fais. Et ça nous éveille. En tout cas, voilà, il faut éveiller les consciences, se poser des questions, ne pas avoir peur de se tromper, parce qu'on est dans une société où ben, l'échec ou se tromper est très mal vu, alors que pas du tout, hein. Pour vous deux, j'ai dit que des âneries ce soir, mais au moins, ça a donné un autre angle, une autre perspective qui se rapprochera, peut-être à force d'échanger tous, un peu plus près de la vérité, quoi. Voilà. Bah, un grand merci à toi Pascal parce que je tiens à le signaler, à un moment donné, j'étais un petit peu au creux de la vague et je baissais un peu les bras et je comptais peut-être arrêter au russe. Et puis bah tu m'as envoyé un petit message vocal via Messenger qui m'a vraiment touché. Voilà, du fait que tu apprécies vraiment mon travail et que
Et ce message m'a vraiment touché et ça m'a relancé, tu vois. Donc, c'est moi qui te On a remercie. besoin de toi. On a Voilà. besoin de gars comme Mais toi. j'ai Et besoin de vous aussi. voilà, faut des mecs avec des machettes pour voilà. On se trompe, c'est pas grave. On Et oui, discute, on échange. Voilà, peu importe. On s'en fout de se tromper. Mais au bout d'un moment, à force d'argumenter, et on avance. d'analyser, On avance. ben C'est le on principal. avance. Et c'est ça l'essentiel. Exactement. Exactement. Merci, Pascal. Je te dis à très très bientôt pour la suite, le tome 3. Et merci à toutes et à tous, à tous les auditeurs et au plaisir d'échanger aussi. Voilà. Et Moi, je merci vous à dis, toi. moi, je vous dis à Et très longue vie bientôt. à Horus. Merci. Longue vie à Ah. Horus. Très important. Ouais. Le soleil. Tu vas prendre un coup de soleil, là. Voilà, je prends un coup de soleil. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur Horus. Salut tout le monde.